mon parcours de vie. Alors j'ai commencé par être un militaire, d'abord, pendant 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans une grande banque, au centre administratif d'une grande banque, où j'ai fait de la programmation informatique. Donc j'ai appris l'informatique, j'ai appris à programmer en informatique. Ensuite, je suis parti faire 2 ans du bateau, de la voile, parce que j'adore faire de la voile. Et j'étais responsable d'un centre nautique à Port-Camargue, donc dans le Gard. Voilà. Et après, je suis rentré comme directeur adjoint au départ d'un établissement médico-social qui s'occupait d'enfants inadaptés sociaux et physiques d'ailleurs. Voilà. Et je suis resté dans cet univers médico-social comme directeur et directeur général pendant plus de 30 ans. Ensuite, je me suis mis au repos, en retraite, je dirais, voilà, plutôt en retraite. Et la retraite, je l'ai passée en Bretagne, parce que en fait, tout petit, je voulais toujours venir en Bretagne. Et donc, je suis venu m'installer en Bretagne. Voilà. Et là, j'ai commencé l'écriture. Alors, c'est particulier parce que je voulais être en Bretagne déjà quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, je voulais être curé en Bretagne. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en fait, je ne savais pas pourquoi. Je ne connaissais pas la Bretagne, personne chez moi connaissait la Bretagne. J'habitais en Auvergne profonde. Et le curé en question que ma mère a rencontré, et elle lui a dit, voilà, Michel veut être curé, qu'est-ce que vous en pensez? Et le curé avait mis la main sur ma tête et il m'avait dit, écoute, commence par être enfant de chœur et tu verras après si ça te plaira. Et en fait, j'ai commencé à être enfant de chœur, mais j'ai toujours eu l'idée de la Bretagne. En fait, tout le temps, parce que j'avais vu une image qui me restait dans un bouquin, je ne sais pas lequel, où en fait, il y avait dessiné une petite chapelle, il y avait la mer, un petit peu comme la pointe du vent, un petit peu comme ça. Et il y avait un pardon qui commençait, c'était le curé qui était devant avec des bigoudaines, parce qu'ils avaient des grandes coiffes et puis il y avait du vent. Et elle sortait de la chapelle pour faire un tour. Et en fait, cette image, je l'ai toujours gardée, et cette image, je l'ai eue quand j'avais 7 ans. Je ne sais pas du tout dans quel bouquin c'était. Et je ne sais même pas l'histoire, parce que je ne connaissais pas. Mais c'est l'image que j'avais. Et j'ai toujours voulu aller en Bretagne. En fait, j'ai découvert la Bretagne très tard, alors que je voyageais un peu partout dans le monde. J'ai découvert la Bretagne en 90, avec un de mes amis qui était aussi comme moi, qui travaillait avec moi. Et on s'était pris 15 jours de vacances et on s'est dit on va faire un tour en Bretagne. On est arrivé directement dans le Morbihan. On avait fait tout le tour de la côte, et jusqu'au Mont-Saint-Michel, parce qu'on considérait que c'était la Bretagne, et on est redescendu après. Et on l'a bien visité, et ça m'a vraiment plu. Alors je me suis dit, quand je partirai à la retraite, avant de partir à la retraite, j'ai fait un projet de vie en me disant, je vais venir habiter en Bretagne, parce que là où j'habitais, c'est magnifique, c'était dans le Beaujolais, dans le sud Beaujolais, dans le pays des pierres dorées, c'est absolument très très beau, mais il n'y a pas la mer. L'Auvergne, j'adore l'Auvergne, mais il n'y a pas la mer non plus, et moi, j'ai besoin de voir l'océan. Donc j'ai construit une maison en Bretagne, au bord de l'océan, avec la vue sur l'océan. Voilà. Alors je ne suis pas vraiment au sens professionnel du terme. Comment je le suis? J'ai toujours vécu des expériences qui ont été assez intéressantes. Par exemple, ma première expérience vraiment intéressante dans les années 2008, je suis allé au Portugal. Et au cours de mon voyage au Portugal, j'étais avec des amis. On a visité le sanctuaire de Fatima. Et moi, ma mère m'avait dit, si tu vas à Fatima, fais brûler un cierge pour moi. Et en fait, je ne sais pas ce qu'elle m'avait dit, mais c'est ce que j'avais compris en fait. Et moi, je voulais à tout prix faire brûler un cierge. Or, quand on arrive dans le sanctuaire de Fatima, il n'y a pas comme à Lourdes, par exemple, ailleurs, où on peut acheter un cierge et puis le faire brûler. Pas comme ça se déroule. En fait, il y a des espèces de grands barbecues géants, en quelque sorte, en ferraille, et c'est là-dedans qu'il faut déposer les cierges. Mais on ne trouve pas les cierges, il faut les chercher, et en fait, on les trouve dans une boutique, il y a une seule boutique qui les vend. À Fatima, ce qu'il faut savoir, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les gens jettent le cierge non allumé dans le brasier. Donc ça fait un énorme brasier qui est très chaud, et quand l'ami qui était devant moi va mettre le truc sur le support,
elle retire la main parce que c'est beaucoup trop chaud, et donc ça brûle, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, bah attends, moi je veux le faire parce que je le fais pour ma mère. Et donc j'ai senti que ma main avançait sans problème, quoi. Et j'ai jamais eu crainte quoi que ce soit. Donc j'ai mis mon cierge, le cierge de la copine, le cierge de l'ami qui était avec nous. Voilà, j'ai mis les 3 cierges dessus. Et j'ai jamais eu quoi que ce soit qui a été brûlé. Donc ça, c'est l'humanitisme, ça. Et là, après, je me suis dit, un jour, je vais me lancer là-dedans. Ouais, bien sûr. Et donc, mais c'est quelque chose qui se travaille, mais tout le monde peut l'être, facile. Mais il faut le travailler, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je l'ai quand même travaillé, quoi. Voilà. J'ai quand même été initié par des gens, je dirais, voilà. Donc, une certaine Huguette qui est décédée depuis quelques années, mais qui avait à l'époque plus de 80 ans, et qui, en me voyant, m'a dit tout de suite, spontanément, toi, il faut que tu fasses du bien, parce que tu as la capacité à faire du bien avec tes mains. Donc, je me suis un peu fait ça, quoi. Mais je ne l'ai jamais fait en tant que professionnel. Alors, comment j'explique ça? J'explique ça sur le... on est baigné par une énergie cosmique. Qu'on le veut ou non, même ce qui est... On est baigné dans une énergie. Un atome, une cellule fonctionne parce qu'il y a de l'énergie qui la fait fonctionner. Or, cette énergie, elle vient du cosmique, elle vient de partout, elle est partout entre nous. Un atome, c'est la partie la plus simple de la création, en fait. Et en fait, l'atome a été découvert il y a 4 siècles avant Jésus-Christ par un philosophe grec, qui a déterminé que c'était comme ça, alors qu'il n'avait pas l'imagerie nécessaire pour le faire. Mais il a déterminé qu'il y avait effectivement un petit grain, et que c'était un assemblage de petits grains qui faisait que vous êtes, là c'est un trépied, que vous êtes une femme, que c'est ci et ça. Voilà, et c'est un assemblage de tout ça, de tous ces atomes-là constitués des différents, bien sûr, je dirais cellules au départ, quoi. Et donc ça, c'est cette énergie qui existe dans la nature. L'énergie, elle existe réellement. Donc, en fait, après, on la capte ou on ne la capte pas. On veut la capter, on ne veut pas la capter. Moi, je suis attentif à l'énergie. Donc, je vais mettre mes mains et je vais sentir les choses. Quelquefois, dans les endroits dont je parle dans le livre, vous verrez que je vous ferai sentir les choses. Et vous pourrez les sentir. Alors, vous pouvez aussi les faire avec des baguettes. Parce que les baguettes, elles vont bouger comme ça. Donc, on se déplace, donc l'énergie est bien là. Alors c'est l'énergie de la Terre, mais c'est l'énergie du cosmique qui rayonne sur la Terre. C'est l'aura de la Terre, l'aura d'une personne, par exemple, c'est ça. L'aura, c'est la propre énergie de la personne qui se combine avec l'énergie qu'on reçoit du Soleil, enfin du cosmique, et en fait, qui fait qu'on détermine une interférence entre tout ça. Et l'aura se voit ou se voit pas. Les gens qui veulent la voir, ils essaient de la voir. Ce sont plein d'exercices qu'il faut faire. On ne peut pas, du jour au lendemain dire tiens, je vais regarder comment ça se passe. Non, il faut travailler, mais c'est des années, ça fait des années que je travaille là-dessus. Parce que même avant, avec une amie notamment qui est dans le domaine très pointu, j'ai toujours été là-dedans, ça fait peut-être 30 ans. Alors le cercle des pierres, c'est un lieu d'initiation, en quelque sorte, pour la personne du film, enfin du livre, pardon. Et elle va prendre conscience d'abord de ses possibilités, parce qu'en fait c'est initiatique, il faut faire un tour, il faut faire 2 tours, 3 tours, etc. Donc c'est quelque chose aussi d'initiatique, qui va lui faire prendre conscience que la réalité, elle est aussi en soi, c'est la propre volonté, c'est la volonté qui fait que c'est pour mesurer sa volonté à vouloir aller très loin, quoi, dans la chose. Donc le cercle de pierre est là. Le cercle de pierre, c'est un cercle qui date du néolithique, a priori, donc à peu près, on va dire, actuellement, il y a 6000 ans, quoi, à peu près. Les hommes qui l'ont construit, ils étaient sensibles au terrain, ils étaient sensibles à l'énergie du terrain. Et quand on va au cercle de pierre, au milieu, quand on est bien au centre, comme ça, et qu'on s'allonge, et qu'on met les mains à plat sur le sol, et qu'on se laisse aller, parce qu'il ne faut pas faire d'obstacle. Hein. Si vous pensez à quelque chose, vous faites un obstacle, donc vous ne pensez à rien. Il faut se laisser aller, et là, on ressent quelque chose.
Alors, le cercle de pierre se trouve donc vers le Ménésome, donc qui est une montagne, la montagne la plus haute de la Précieuse des Crozons. D'ailleurs, c'est toujours marrant parce que sur la route, il y a marqué col du Ménésome 211 mètres. D'ailleurs, je crois que je dois le dire dans le livre. En fait, c'est un peu avant le col, mais la route est un peu avant le col. Moi, je dis que la route est après, mais en fait, c'est juste pour introduire que le truc humoristique, c'est que quand on a vécu dans le milieu du Rhône, de la Haute-Loire, etc., où en fait on voyage à 1200, 2000 mètres, etc., parler d'un col de 211 mètres, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Donc là, le premier point, c'est le cercle de pierre. Le deuxième, c'est la chapelle Notre-Dame de Rocamadour à Camaret. Notre-Dame de Rocamadour, c'est particulier aussi, pareil. Et comme dans pas mal d'églises, et notamment on les trouve vraiment en Bretagne, chapelle ou église, on rentrait toujours par le côté ouest, donc par la grande porte, je dirais, et il y a toujours devant ce qu'on appelle une pierre de décharge. C'est-à-dire que l'homme qui va rentrer, la personne qui va rentrer dans la chapelle ou dans l'église, elle va décharger en quelque sorte ses péchés un petit peu, là, sur cette pierre. Donc cette pierre, on n'y reste pas longtemps, on y reste 15 secondes. Et on sent, quand on l'énergie qui descend et qui passe dans la terre. Donc on évacue les mauvaises énergies, je dirais. Et après, on va chercher la bonne énergie dans le cœur de l'église. Et lorsque on a trouvé la bonne énergie dans le cœur de l'église avec l'Eucharistie, par exemple, en général, le prêtre il se situe sur un endroit, une autre pierre, qui est une pierre de recharge. À ce moment-là, la personne vient, elle se recharge en même temps et elle repart. En général, la porte est au sud, donc on part par le sud. Ça, c'est le circuit normal que l'on trouve en Bretagne beaucoup, dans de nombreuses petites chapelles. Je parle que de celle-ci, je crois, dans le livre, que de Camaret. Mais il y en a d'autres. Mais comme il y a d'autres bouquins qui vont suivre, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, Helgoat, la forêt d'Helgoat, c'est une forêt qui peut s'apparenter à une forêt magique, un peu comme Brocéliande. Je pense qu'elle est due au fait qu'il y a ce qu'on appelle le chaos de pierre, qui est dû tout simplement à une érosion, parce qu'il y a plusieurs millions d'années, la Bretagne, il y avait les montagnes de la Bretagne étaient à 6000 mètres d'altitude. Et en fait, il y a une érosion particulière, et il y a ces fameux granites, qui sont des granites bleus, qui sont très jolis d'ailleurs. Il y a eu toute une exploitation de granit à Helgoat, dans le milieu du XXe siècle, donc voilà, jusque même près du XXIe, où on exploitait les granites d'Helgoat. Donc, en fait, quand on rentre dans la forêt, et quand on rentre par ce qu'on appelle la rivière d'argent, c'est-à-dire le petit lac qui se jette, la rivière, elle descend, il y a un moulin, et puis ça descend sous terre. Et là, on rencontre, il y a plein de grottes, donc la grotte du diable notamment, on peut descendre, et on voit la rivière souterraine. Donc on entend la rivière souterraine, on la voit, ça fait du bruit, tout ça. Et après, la rivière, elle ressort, donc il y a une résurgence, et la résurgence, elle se passe dans la forêt, et la forêt, elle a quelque chose de magique, parce que sur les énormes pierres qu'on voit, qui sont couvertes de mousse, en fait, les arbres, ils poussent. Et ça, c'est étonnant, quoi. Bon, bien sûr, il y a des racines qui descendent, mais les arbres s'accrochent sur les rochers. Alors, c'est vrai que c'est un endroit un peu particulier, et si vous y allez, pas en été parce qu'il y a trop de monde, mais vous y allez à cette époque de l'année, par exemple, vous allez faire le petit chemin le long de la rivière d'Argent, vous allez trouver des petits endroits super sympas, des rochers, vous vous posez sur un rocher, et vous restez 10 minutes, un quart d'heure, tout simplement, méditer, rester zen, et ressentir toute la puissance de la forêt d'Helgoat. Le mont Saint-Michel de Brasparts, c'est particulier aussi, parce qu'en fait, elle est sur une montagne pelée, il n'y a rien. Tout le plateau de Brasparts, comme ça, avec le lac, hein, quand on regarde, vue d'en haut, vue d'avion, ou si on regarde sur une carte, en fait, le lac, il dessine un petit peu le diable. Or, on a Saint-Michel. Saint-Michel terrasse le dragon, terrasse le diable. On est d'accord. Et donc, la chapelle, elle est particulière, elle est toute petite. Il n'y a aucune décoration intérieure. Et la chapelle, ce qu'il faut faire, c'est un lieu aussi, pareil, un peu énergétique. On fait 3 fois le tour de la chapelle à l'extérieur, dans un sens. On rentre à l'intérieur, et on fait 3 fois le tour dans l'autre sens. Ensuite, on se met au milieu de la chapelle et on attend que ça vienne. Voilà.
attend l'énergie qui descend. Alors c'est particulier. C'est particulier parce qu'en plus il y a souvent beaucoup de vent. C'est souvent monté. On est à 360 mètres, je crois, un truc comme ça. Il y a un regard extraordinaire parce qu'on a 360 degrés, on voit absolument tout. On peut voir le Ménézum, on peut voir la mer, on peut voir, on aperçoit la Manche, on aperçoit tout ça, on aperçoit Brest, par beau temps. Donc c'est un endroit qu'il faut faire, qu'il faut visiter, quoi. Voilà. D'ailleurs, il faut le faire dans le sens, en visite d'abord la chapelle de Brasparts, et après on va à Aigouette. C'est un peu sur la route. Alors l'écriture, je pense que j'ai toujours eu envie d'écrire et toujours eu envie de raconter des histoires. Quand j'étais gamin, j'allais, pendant les vacances scolaires, j'allais sur la plaie garder les vaches en Haute-Loire, chez mon oncle et ma tante. Donc j'étais dans la campagne toute la journée. Il y avait quelques vaches à garder, qui se gardaient toutes seules d'ailleurs, parce qu'elles n'avaient pas d'autre mot pour se garder. Mais j'étais souvent avec mon frère, un de mes frères, qui était mon cadet, et je lui racontais, parce qu'on avait du temps, je racontais des histoires, j'inventais des histoires. Donc j'ai toujours remonté et j'ai toujours voulu écrire. Je pense que dans ma vie, j'ai toujours voulu écrire. Je ne l'ai jamais fait parce que ma vie s'est déroulée différemment et j'ai attendu d'être à la retraite pour le faire. Comment dire, au départ, j'ai écrit des petits trucs, je dirais, des petits textes poétiques dont j'ai mis le premier en première page du livre. Hein. C'est, je décris ceux qui savent. Je dis pas les noms, mais je dis une chapelle, etc. Voilà. Et je décris en fait la chapelle Saint-Michel, le dragon dont je parlais tout à l'heure, qui est le lac, et la forêt d'Aigouette. Donc dans ce petit texte poétique, et j'en ai écrit comme ça 5 ou 6. Et je les avais fait lire à des amis qui m'ont dit mais tu devrais écrire, c'est joli ce que tu écris. Et donc je me suis lancé dans l'écriture le 29 septembre 2018, hein, en allant au marché à Audierne. Et c'est là que démarre l'aventure. Dans la tête. Je suis inspiré. Alors, moi, je dors très peu. Je suis quelqu'un qui dort 4 heures par nuit. Donc, j'ai beaucoup de temps de libre. Et quand j'ai fini de dormir, en général, je me couche à minuit. Donc, à 4 heures du matin, je suis réveillé. Donc là, je pense à des choses. Je ne suis pas dérangé, je pense à ça. Et donc, je vais établir des scénarios. Voilà. Donc je pense que l'inspiration est là. Et puis je pense que j'ai toujours voulu écrire. Je suis très heureux d'écrire. D'ailleurs, je suis très heureux c'est pour moi, les éditions Palais Monde, c'est, je dirais, une deuxième famille, quoi. Enfin, une famille professionnelle, tu vois, une nouvelle famille professionnelle. Ça dépend de mon humeur. Je n'écris pas comme peut-être un écrivain, je dirais professionnel, qui fait que ça toute la journée. Moi, j'écris quand j'ai envie d'écrire. Donc le livre, par exemple, que j'ai écrit, en temps réel, puis j'ai dû passer 3 mois dessus, quoi. Après, ça s'est écoulé beaucoup de temps, mais je reviens dessus, etc. Par contre, là, je suis en train d'écrire le deuxième, le numéro 2, le numéro 3. Quand je me mets, quand même, j'essaie d'écrire quand même pas mal. Mais comme je le pense avant, le scénario est déjà pensé. Je pense tout le scénario dans la tête, donc je répète souvent, je revois les choses, je revois les personnages, je revois les endroits, et après j'écris. Et lorsque j'écris, je peux écrire pendant 10 heures, 15 heures, je peux écrire, ça me gêne pas d'écrire en continu, quoi. Moi je tape pas très vite. Et après je reviens sur les textes, etc. Donc moi ça demande du temps, mais je peux écrire en 3 mois, si je fais en continu, en 3 mois j'écris un bouquin, je pense, même un mois. Oui, je pense, oui. Alors, par contre, je ne me rappelle plus l'auteur, parce que ça remonte à très très vieux, mais peut-être qu'ici on va le retrouver. J'ai eu la chance de rencontrer une prof de français qui était très très intéressante et qui m'a donné envie d'écrire en me faisant lire des bouquins qui mettaient en scène un docteur de campagne en Angleterre. Donc, je crois que c'était l'auteur Cronin, un truc comme ça, quoi. Et en fait, c'est peut-être ce bouquin. Après, il y a un autre bouquin qui m'a beaucoup plu et qui me donnait envie d'écrire et qui est aussi un peu mystique. C'est un bouquin qui a été écrit sur un Indien d'Amérique, sur Geronimo. Un bouquin qui a été écrit par Forrest Carter.
qui est Pleure Geronimo. Voilà. Et c'est la vie de Geronimo, et ce bouquin est très très bien fait. Et il décrit la passion des Apaches pour leur terre, pour toutes leurs croyances, et en même temps sur cette vie qui était très dure pour eux. Et je trouve que cet auteur m'a beaucoup donné envie d'écrire. Oui. Alors les auteurs que j'ai pu lire dans ma jeunesse, donc bien sûr tous les Victor Hugo, Balzac, voilà, par exemple, Lamartine. Alors je dirais des auteurs classiques, quoi. Maintenant dans les auteurs modernes, je n'ai pas préféré beaucoup parce que j'en ai peu lu, et j'ai lu des auteurs policiers. Alors on parlait tout à l'heure de Léo Malet, hein, où j'aimais bien les policiers de Léo Malet, notamment les Nouveaux Mystères de Paris. Donc voilà, c'est des policiers qui sont intéressants, avec Nestor Burma comme détective privé. J'aime bien la musique, et dans Nestor Burma, il joue du jazz et sur son saxophone. Et je trouve que quand en plus il y a une musique dans le roman, c'est toujours bien, quoi. Moi j'aime bien cette ambiance comme ça, quoi. Les auteurs modernes, à part Jean Fayère, je dirais que j'en ai assez peu lu. Alors, c'est parce que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans donc à la protection de l'enfance. Donc je travaillais avec mes établissements étaient tous habilités, ce qu'on appelle une double habilitation, c'est une habilitation par l'aide sociale. Donc c'est le département qui s'occupait de ça. Avant c'était la DAS, maintenant depuis 86 c'est le département. Et en même temps, il y a une double habilitation, c'est une habilitation justice. C'est-à-dire qu'en fait, le ministère de la Justice habilite des établissements pour recevoir des enfants en danger, etc. Et donc j'ai travaillé énormément avec les juges, les enfants, avec bien sûr les procureurs, avec les policiers ou les gendarmes, parce qu'on est toujours en lien. Donc moi, c'est pour ça que le milieu policier-gendarme, policier, c'est dans les villes, hein, avec la brigade des mineurs à Lyon, par exemple, et puis gendarme, parce que les établissements dont j'étais responsable étaient situés dans la campagne, et c'est la gendarmerie locale qui s'occupait de ça. Donc j'ai toujours été en lien avec ces gens-là pendant plus de 30 ans, quoi, avec toujours des très très bons rapports, et voilà. Donc, parce que je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul dans ces métiers, il faut travailler avec les gens, quoi. Donc les juges des enfants, principalement, les procureurs de temps en temps, et puis voilà. Donc je suis un peu au fait des fonctionnements judiciaires, quoi. À part écrire la suite du roman, j'ai un autre roman que j'ai commencé d'ailleurs, parce que au départ, avant d'être édité, avant de rencontrer les éditions du Palémon, en fait, j'avais écrit le premier, et j'avais écrit un deuxième livre. J'ai commencé un deuxième livre sur des femmes. Donc c'est la vie des femmes, et c'est pas du tout policier, rien du tout, mais c'est la vie de deux femmes dont une recherche son identité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait elle est née sous X, et avec sa meilleure amie, elle va découvrir un jour que quand elle a 30 ans, 20 ans, je sais pas, je me rappelle plus l'âge, et elle va découvrir qu'elle a sa véritable identité, quoi. Voilà. Et donc il y a cette recherche d'identité avec ces rencontres qu'elle peut faire, etc. Et tout ça, tous ces trucs-là. Donc c'est un peu ce livre que j'avais fait en deuxième. Et j'avais commencé un troisième, ces livres ne sont pas finis, mais j'avais commencé un troisième sur un détective privé qui est un ancien de la DGSI, donc la Direction Générale de la Surveillance Intérieure, et qui est en Bretagne. Celui-là se passe en Bretagne. Et en fait, il mène une enquête sur la mort d'un homme, l'enquête a été classée pour, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, enfin peu importe, il est mort d'une crise cardiaque, voilà. Mais en fait, il a été comment dire, attaché, questionné, etc. Qui ont cuisiné ce personnage qui a trouve tout, qui faisait des tas de trucs, et qui a découvert quelque chose d'intéressant au sujet des sous-marins nucléaires. Et donc, il y a toute cette recherche. Et moi, je suis fan de tout ça. Je suis énormément documenté sur les sous-marins, sur l'armée, etc. Donc j'ai le milieu, puis je connais des gens qui sont dedans. Donc en fait, voilà, je raconte une histoire comme ça. Cette histoire n'est pas finie d'écrire, mais c'est une histoire différente. Mais voilà mes projets. Immédiat, je n'ai pas d'autres, à part essayer de partir en vacances un jour ou l'autre.